Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Jeudis de l'Ordre. Nous allons accueillir aujourd'hui Monsieur Vol, qui est membre du bureau de la radicalisation à la préfecture de police et qui va nous parler de séparatisme, radicalisation et dérives sectaires au sein du système de santé. Il nous apportera, j'en suis sûr, les clés pour le repérage et les attitudes à adopter face à cette problématique. Puis, le docteur Aurore Bedouin participera avec un échange interactif avec Franck. Franck, qui est un négociateur du RAID. Vous comprendrez pour des raisons de sécurité que vous ne le verrez pas à l'écran et je ne peux pas donner son nom. Franck va nous apporter son expérience face aux agressions, aux violences que nous subissons malheureusement parfois au sein de nos cabinets dans l'exercice de notre profession. Pour cela, je voulais vous rappeler quelques chiffres qui sont parus au niveau du Conseil national de l'Ordre des médecins et qui est issu de l'Observatoire national de la violence. Ces chiffres sont édifiants puisque en 2022, il y a eu une augmentation de 23% des agressions faites aux médecins. Nous sommes malheureusement le deuxième département le plus agressé en France, derrière le Nord. Nous avons subi en 2022 98 signalements. Nous avons reçu, plus exactement, 98 signalements de médecins agressés, ce qui est une augmentation très nette. Les agressions que subissent nos confrères sont essentiellement des agressions verbales pour 70% d'entre elles. 9% sont quand même des agressions physiques. Et si on prend ces agressions physiques sur toute la France, cela représente environ une centaine de médecins qui sont agressés physiquement. Agressions qui peuvent être parfois violentes, puisqu'il y a eu 5 séquestrations, par exemple, l'année dernière en France, et 3 agressions sexuelles de nos confrères. Les motifs les plus fréquents des agressions, ce sont souvent des problèmes relatifs à des prescriptions, des temps d'attente trop longs, jugés trop longs dans les cabinets, des refus de prescription. Les médecins généralistes sont plus souvent attaqués que les spécialistes. Les femmes sont plus souvent agressées que les hommes. Les médecins en ville sont plus souvent agressés que les médecins en milieu rural. J'espère que cette session va tous nous apporter et sera utile pour désamorcer les conflits. En tout cas, c'est le but. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Vol. Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, merci au Conseil de l'Ordre des médecins pour cette invitation. Donc, je vais avoir à peu près 15 minutes, c'est pour ça que je regarde mon timer, pour vous parler de tous ces éléments-là. Vous aurez en pièce jointe par la suite le support que je vais présenter rapidement. Je ne vais pas faire défiler tout ce que j'ai préparé, vous pourrez le faire après coup à tête reposée. Mais là, je vais vous présenter quelques éléments les plus importants. Tout d'abord, rapidement, en termes de radicalisation, de quoi on parle ? La définition qui est la plus utilisée, c'est celle qui apparaît là. C'est un processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme d'action violente, directement liée à une idéologie, extrémiste avec un contenu politique, social ou religieux, qui conteste l'ordre établi sur un plan politique, social ou culturel. Les 3 caractéristiques, ce sont 1. Un processus progressif, 2. Une adhésion à une idéologie extrémiste, et 3. L'adoption de la violence.
Là, rapidement, vous trouverez quelques éléments de définition et surtout pour bien faire la distinction entre radicalisation d'un côté, le terrorisme, le fondamentalisme religieux et la dérive sectaire dont on va parler un peu plus tard dans le champ de la santé et du soin, ce qui est très important. Ce qui est très important de comprendre également, c'est que cette radicalisation dont on parle beaucoup depuis quelques années, c'est un phénomène, un processus qui n'est pas récent, qui n'est pas uniquement religieux, et surtout qui, dans sa nature, n'est pas ni interdite ni illégale. Pourquoi ? Parce que quand on parle de radicalisation, il faut commencer par comprendre que, déjà, il faut distinguer la radicalisation cognitive, donc tout ce qui a trait aux croyances, aux valeurs, aux idées. Cette radicalisation cognitive, elle n'est pas illégale, elle n'est pas interdite, elle n'est pas combattue par l'État. De cette radicalisation cognitive va découler, la plupart du temps, mais pas tout le temps, une radicalisation comportementale, c'est-à-dire donc qui s'inscrit dans le comportement, dans les actes. Cette radicalisation comportementale n'est pas non plus illégale, interdite, récente, et évidemment pas religieuse. Tout le champ des idées, des croyances peut être touché par cette radicalisation cognitive et comportementale. La communauté végane, la communauté catholique, religieuse, écologiste, politique, etc. Évidemment, le problème, c'est lorsque le choix des modalités d'action viole la loi que le problème se pose. Parce qu'un individu va adopter dans son comportement une attitude qui va le mettre en danger ou mettre en danger les autres individus, troubler l'ordre public, la sécurité des autres citoyens. Donc ça, c'est pour bien faire le parallèle et la définition radicalisation cognitive comportementale. Je vais parler aussi très rapidement de ce qu'on appelle le séparatisme. Il y a un lien direct parce que, au nom de certaines valeurs, ou un attachement très fort à certaines valeurs, va découler ce qu'on appelle le séparatisme. Une des définitions, c'est un ensemble de pratiques et de discours qui visent à faire prévaloir des considérations religieuses, politiques, philosophiques, là aussi, sur les règles et les principes communs qui font la République. Une circulaire du ministère de la Justice qui date de 2021 l'a définit et l'explique comme étant une dynamique séparatiste qui met en danger notre capacité à vivre ensemble. Ce phénomène peut conduire à ce qu'une part importante de la vie sociale soit de fait organisée, contrôlée par des groupes d'inspiration qui, là encore, peuvent être religieux, rigoristes, prosélytes, et qui portent un projet politique qui peut aller à l'encontre et qui va à l'encontre de la République et de ses lois, de ses valeurs. Ceci étant, nous vivons dans une société, dans un état de droit dans lequel nous avons la liberté, heureusement, de croire ce que l'on veut croire, de pratiquer comme on veut pratiquer, y compris et de demander un certain nombre de choses, c'est-à-dire, et c'est le cas qui nous intéresse ce soir, demander à être soigné par tel médecin ou par tel autre. Donc, pour résumer, un certain nombre, voire toutes les demandes sont légitimes dans leur expression. Par contre, toute pression va être sanctionnée. Et aujourd'hui, la loi qu'on appelle CRPR, confortant le respect des principes républicains, sanctionne très clairement toutes les pressions, les menaces, les violences évidemment, qui sont exercées au nom de cet attachement et de ces valeurs qui sont considérées comme étant supérieures aux lois de la République. Un exemple très classique, exiger que le médecin qui va nous examiner soit de tel ou tel sexe. C'est extrêmement classique. Vous avez l'article 231-1 du Code pénal qui, alors d'abord le plus important, 433-3-1 du Code pénal, qui sanctionne, je cite, « le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement du dit service. » En gros, vouloir s'affranchir des lois de la République au nom de ses valeurs. Vous avez, dans cette loi CRPR, un certain nombre d'autres éléments qui permettent de protéger les personnes dépositaires d'une mission de service public, notamment les médecins qui exercent dans les hôpitaux, par exemple. Ceci étant, je suis obligé de repréciser aussi certains points. En ce qui concerne les praticiens, la loi CRPR, pour lutter contre le séparatisme, a aussi établi ou renforcé des sanctions qui iraient dans ce sens-là, dans le sens de ces demandes.
Par exemple, l'établissement par un professionnel de santé d'un certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne est condamné et la sanction a été aggravée. La pratique d'un examen visant à attester de la virginité d'une personne également. L'incitation à se soumettre à un examen visant à attester de la virginité d'une personne. Ces derniers cas sont aggravés en cas de minorité de la personne. Donc ces éléments-là sur le séparatisme, ils sont très importants parce que l'État a pris à bras le corps cette question-là. Je vais enchaîner, je suis désolé, j'ai peu de temps, je suis obligé d'enchaîner, mais le lien il est évident et encore une fois, vous trouverez tous les éléments dans le support. Je vais aujourd'hui parler des dérives sectaires. Pour être très clair, il n'y a pas de définition légale du mot secte en France. Voilà, une secte n'est pas définie légalement. L'État ne s'attaque pas aux sectes parce que l'État ne se positionne pas sur les croyances. Depuis 1905, la séparation des églises et de l'État, l'État ne se positionne pas sur les croyances. Il respecte les croyances, il pratique, il permet la libre pratique, il garantit même la liberté de la pratique, mais il ne se positionne pas sur le contenu. Par contre, l'État va intervenir évidemment sur les dérives sectaires. Quand, au nom de telle ou telle croyance, des individus vont mettre leur vie en danger ou vont être soumis à l'emprise de telle ou telle personne. Cette dérive sectaire, c'est une notion qui est reconnue en droit pénal. Donc, très rapidement, elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu, quelle que soit sa nature ou son activité, de pression ou de technique ayant pour but de créer ou d'exploiter chez une personne un état de faiblesse. Donc de créer, de maintenir ou d'exploiter, je finis de citer, chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre. En quoi est-ce que c'est important pour vous ? Parce que vous allez vous avez peut-être déjà rencontré des personnes qui, au nom de leurs croyances, de manière très très générale, vont avoir un positionnement par rapport à la santé, par rapport aux soins, qui peuvent les mettre en danger. Le rapport 2021 de la Miviludes, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, indique un certain nombre de tendances dans le champ de la santé qui sont très importantes. Vous avez des déviances qui sont basées sur une base scientifique, pseudo-scientifique. Alors, par exemple, vous avez la médecine nouvelle germanique du docteur Hammer et tous ses dérivés. Vous avez, vous le savez, la pratique du jeûne à vocation thérapeutique. Il y a eu malheureusement quelques cas récents, la pratique du jeûne qui est tellement extrême que des personnes en meurent. Vous avez des inventions de toutes pièces, de procédés thérapeutiques, basés la plupart du temps sur des théories du complot ou autres. Malheureusement, le Covid a développé ces tendances. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les médecines traditionnelles ou religieuses ou prophétiques dans certains champs religieux dans lesquels on va aller chercher uniquement dans la tradition religieuse des moyens de se soigner. Un certain nombre de ces soins ne sont pas très dangereux, peuvent être assez bizarres ou particuliers pour le profane, mais pas très dangereux, prime abord, mais il n'empêche qu'il y en a certaines qui sont extrêmement dangereuses et qui peuvent porter préjudice. Certaines pratiques relèvent aujourd'hui, du point de vue de la loi, d'actes thérapeutiques et donc ne doivent être faits que par le personnel médical. Il me reste à peu près 2 minutes. Après ce panel extrêmement rapide, une fois qu'on a vu, identifié ou qu'on se pose des questions sur ce qu'on a face à soi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il existe depuis 2014 une plateforme qui s'appelle SOS Stop Djihadisme, qui a permis initialement à répondre à la question que des policiers ou des gendarmes se voyaient poser par des familles, il y a 2011, 2012, 2013. Monsieur, voilà, ma fille, mon fils a pris son passeport, il est parti sur zone, j'ai peur qu'il soit parti en Irak, il s'est radicalisé du point de vue religieux, qu'est-ce que je peux faire ? Malheureusement, à l'époque, l'État n'avait pas mis en place encore de solutions. Certains policiers, certains gendarmes répondaient comme ils pouvaient, mais malheureusement, des fois, ils étaient démunis. Donc, depuis cette époque, cette plateforme SOS Stop Djihadisme, il y a un numéro vert qui s'affiche, c'est le 0800 005 696. De l'autre côté du fil, tout le monde, les citoyens, les familles, les professionnels, peuvent signaler des personnes qu'ils
craignent s'être radicalisés parce qu'ils ont peur qu'ils se mettent en danger ou qu'ils mettent en danger d'autres personnes. De l'autre côté du téléphone, vous avez des réservistes, des psychologues, donc c'est piloté par la DGSI et l'UCLAT, l'unité de coordination lutte antiterroriste, qui font une première évaluation de ce signalement, qui évalue la dangerosité, la gravité, la réalité du signalement, parce que malheureusement, il y a dans un certain nombre de cas soit des fantasmes, soit des craintes, soit de la délation, ça arrive aussi. Ce premier signalement est évalué, traité, il y a des fois des rappels, des précisions, et le signalement, une fois qu'il est estimé valide, il est transmis à la préfecture du lieu d'habitation de la personne qui a été signalée. Vous avez un schéma qui s'affiche, ou en tout cas vous l'aurez dans le support. Ce dispositif national fait que donc, les informations sont transmises par Paris à la préfecture. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Et il y a une évaluation au sein de ce qu'on appelle le GED, c'est le groupe d'évaluation départementale, sous l'autorité de la préfète de police et du parquet, pour une évaluation, une prise en charge, une première évaluation, une évaluation de la dangerosité de ce signalement. En fonction, les services de renseignement et de police qui sont compétents, qui ont les moyens et qui ont toute capacité pour faire cette évaluation-là, font une évaluation plus approfondie et après enchaînent un suivi. En cas de signalement qui est inquiétant, mais pas à potentialité violente, en tout cas immédiate, il y a une autre cellule qui s'appelle la CEPRAF, c'est la cellule préfectorale d'accompagnement des familles, où là, vous avez tous les services de l'État qui mettent en place ce qu'on appelle un filet social autour de la situation de la personne, qui n'est pas dangereuse, mais qui, a priori, mais qui fait face à des failles, à des fragilités qui pourraient la pousser dans ce mécanisme de radicalisation. Et là, les services de l'État sont coordonnés sous l'autorité de la préfecture de police pour accompagner cette personne et faire en sorte que ces failles se comblent et que la dangerosité s'éloigne. Une fois que la dangerosité est écartée, la personne rejoint ce qu'on appelle le droit commun. J'aurais aimé avoir le temps de vous parler du secret médical et du signalement. En même temps, vous le connaissez mieux que moi. Juste, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est signalement au numéro vert sur la plateforme, depuis que ça existe, il n'y a jamais eu de signalements qui sont ressortis dans le cadre d'une procédure. Ça reste un signalement administratif, ce n'est pas un signalement opposable. Et je connais les deux exceptions au secret professionnel, dont le secret médical, mais c'est vrai que je pense que quand vous avez face à vous des personnes qui semblent être radicalisées du point de vue soit de valeurs cognitives religieuses ou du point de vue de la santé, il y a des enfants dans l'entourage, la plupart du temps, tout le temps. Et ces enfants-là sont potentiellement en danger suite à la radicalisation des parents. Et il me semble que ça pourrait de toute façon aider, quand vous avez des doutes, et le Conseil de l'ordre des médecins est aussi là pour vous orienter sur ces doutes-là, sur ces questions-là, vous inciter en tout cas à signaler. S'il n'y a pas de danger avéré, une fois que le signalement est fait, les personnes disparaissent des radars, il n'y a plus du tout de suivi. J'ai longtemps entendu des personnes qui fantasmaient par rapport à une potentielle délation, etc. Non, ça n'existe pas. En France, encore une fois, il y a un état de droit. La préfecture de police, la préfète de police et le parquet est là pour veiller au respect des droits des citoyens et à leur liberté. En cas de signalement, s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème, les personnes ne sont plus suivies et on passe à autre chose. Mais en tout cas, ce signalement sert à donner l'information aux personnes qui ont les moyens, encore une fois, qui sont compétents, pour faire cette levée de doute. Ça sert à ça. Je terminerai là-dessus, cet exemple. Si moi, en tant que citoyen, demain, je vois devant moi quelqu'un qui marche, qui commence à tituber, qui apparemment se prend le bras, se tient le bras, tombe devant moi dans la rue, je vais appeler les pompiers. Mais je ne vais pas dire, il y a quelqu'un devant moi qui est en train de faire un infarctus. J'ai une information, dire il fait un infarctus, c'est une analyse, c'est une évaluation. Je ne suis pas compétent pour faire ça. Je peux juste décrire ce que je vois. Quand les pompiers viendront, eux, ils feront l'analyse. C'est la même démarche. Il ne s'agit pas d'analyser ce que vous voyez, il s'agit de transmettre aux personnes qui sont compétentes, qui ont les moyens de le faire, qui ont la base légale, le cadre légal, pour le faire, pour analyser ce que vous verrez. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème.
S'il y a une difficulté, l'État pourra agir pour éviter justement que la situation s'aggrave. Voilà, je vais terminer sur ça. Je suis désolé, j'ai légèrement dépassé les 15 minutes qui m'étaient consacrées. Et je vous laisse entre de bonnes mains pour pouvoir gérer des situations plus compliquées et plus aiguës. Merci à vous. Bonsoir à tous, je suis le docteur Aurore Baudouin-Aloche et ce soir je reçois au nom du Conseil de l'Ordre Franck qui est négociateur au RAID, qui est venu ce soir pour nous aider dans notre comportement, dans le comportement à avoir face à une personne qu'on pourrait recevoir en cabinet ou à l'hôpital qui est agressive lorsqu'on se sent menacé. Donc je vous laisse la parole, Franck. Merci beaucoup, Aurore, pour cette invitation d'Ordre des médecins, de vos jeudis de l'Ordre. Si le RAID peut apporter quelques éléments, quelques conseils sur cette désescalade des conflits, c'est vraiment avec plaisir. Donc on a répondu avec plaisir à cette invitation. On vous a fait, le groupe négociation, on vous a fait un petit support pour visualiser un petit peu donc, certains items. Donc agir face à une personne agressive. Et puis surtout, Aurore, n'hésite pas à me couper quand tu le souhaites pour me poser toutes les questions que tu veux. Parce que des fois, je parle beaucoup. Alors. Donc l'agressivité, déjà, quelques généralités. Ça peut provenir d'un échec à une résolution verbale, d'une situation de tension. Alors pourquoi déjà l'agressivité, quelques généralités? Pourquoi est-ce qu'on met ça en avant? Parce que déjà, la personne qui est agressée, il va falloir déjà qu'elle se pose quelques questions sur d'où ça peut venir, ce que c'est, par rapport à l'agresseur. Donc ça peut aussi provenir d'une vengeance. Alors bien sûr, tous ces termes sont tout ça c'est très général, hein, c'est très théorique aussi. Ça peut venir d'une intimidation en vue d'obtenir quelque chose, je pense que c'est ce qui se passe dans certains cabinets, chercher à dominer, une attitude de défense, même en prévention, difficulté de réguler ses tensions et de maîtriser ses émotions négatives. Ça, intimidation en vue d'obtenir quelque chose, c'est, d'après ce que j'ai compris quand on a préparé cette intervention, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les cabinets. Alors, les médecins ont répondu, nous ont posé des questions qu'ils voulaient vous poser. Et en effet, quand on regroupe les questions qui ont été posées, c'est autour de 3 situations principalement. C'est le temps d'attente qui pousse les gens à avoir des comportements violents. Ensuite, les prises en charge qui ne correspondent pas à leurs attentes et aussi les refus de prescription, que ce soit aussi bien des certificats ou alors des arrêts de travail qu'on refuse. Et aussi, le principal problème, c'est les prescriptions de médicaments non autorisés ou du Subutex essentiellement. D'accord. Voilà. Alors, tu vas voir que rien n'est magique. Là, c'est juste quelques conseils qu'on va prodiguer sur notamment la communication. C'est-à-dire que forcément, si on va dire à une personne « non, c'est pas possible », sans lui expliquer pourquoi c'est pas possible, déjà, forcément, ça peut engendrer quelques agressivités de la part de l'autre personne. Donc, en l'occurrence, communiquer déjà sur ça, en lui expliquant qu'effectivement, il y a un cadre légal, peut-être, que réglementairement, il ne peut pas faire telle prescription. En revanche, ce qu'il peut faire, ce que le médecin peut faire, c'est-à-dire c'est l'aider dans une autre direction, c'est-à-dire peut-être, comme je l'ai entendu, faire des affichages en disant je vais vous diriger plus dans telle direction pour vous aider à avoir ce que vous voulez, parce que moi, réglementairement, je peux pas le faire. Mais au moins lui expliquer pourquoi. Éviter le refus catégorique. Toujours l'écouter, le réorienter. On est toujours dans une communication interpersonnelle, c'est ce qu'on verra tout au long de ce diaporama. C'est-à-dire qu'on va privilégier cette communication interpersonnelle, c'est-à-dire déjà l'écoute, mais surtout expliquer. Expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire. Alors c'est sûr que c'est plus dur, c'est plus simple à dire qu'à faire, surtout si la personne en face de vous fait des gestes monstrueux, etc. Mais pour autant, c'est ce qu'on doit faire. Parce que déjà, si on lui explique, on lui montre qu'on est là pour l'aider et qu'on comprend sa situation. Et donc, on va forcément lui apporter un maximum d'explications. Après, on pouvait parler un petit peu de la personnalité de l'agresseur, aussi un petit peu comment nous, on peut le repérer dans la salle d'attente, quelle attitude avoir quand on repère quelqu'un qui nous attend, qu'est-ce qu'on peut faire
quand on voit dans la salle d'attente quelqu'un en amont? Alors déjà, ce qu'on disait, c'était surtout l'origine. C'est-à-dire que la personne, effectivement, on va essayer de déceler pourquoi son agressivité. Mais il y a plusieurs paramètres, comme on le voit là, c'est-à-dire que ça peut être aussi un mode identitaire, un système de communication pour lui. Ça aussi, il faut en prendre conscience. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, une défaillance cognitive. Ça, c'est pareil. Moi, en tant qu'agressé, il faudra peut-être que j'en prenne conscience. Et des difficultés à s'exprimer, mais aussi pour certaines personnes, ce mode de communication. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui communiquent que en parlant fort ou en étant agressif. Voilà. Ça, dans une position d'agressé, il va falloir, c'est très difficile à faire, mais dans l'instant en étant agressé, il va falloir essayer de l'intégrer. Voilà, pour, une fois de plus, peut-être mettre son curseur et gérer ses émotions. À la personne qu'on a en face. Exactement. On est toujours sur le fait de gérer ses émotions. Et pour répondre à ta question, donc les signes physiologiques déjà, surtout vous en tant que docteur, c'est facile à percevoir dans le sens où il va y avoir peut-être des tensions musculaires. Alors là, moi, on avait noté mâchoire serrée, gestes incontrôlés, des pleurs, des rougeurs, transpiration, forcément une difficulté à s'exprimer parce que tout s'affole, hein, tout s'excite. Hein, je veux dire, il est plein de cortisol, etc. Et donc, ça va être il va avoir des difficultés à contrôler, et même contrôler ses pensées, et même contrôler ses émotions. Donc c'est vrai que même des fois, l'agresseur, il peut avoir aussi des fois les mots qui dépassent ses pensées. Et cette situation peut être aussi très intimidante pour le praticien, pour le médecin. Dans ce cas-là, comment réagir? Est-ce qu'il faut essayer de parler plus fort que lui, essayer au contraire d'apaiser la situation au risque qu'on se paraisse en position de faiblesse? Alors, une fois de plus, très théorique et la théorie est facile et la mise en pratique est compliquée. Sur une personne qui est très agressive, qui va parler très fort, alors comment faire? Il y a plusieurs écoles, dans le sens où certains disent oui, il faut se mettre à son niveau pour essayer de se synchroniser, parce que s'il parle fort, si je parle fort, on va essayer de se synchroniser avec des techniques qui sont tirées plus ou moins de certains développements personnels, comme la PNL, etc. Et d'autres qui disent il faut parler très bas. Sauf que en fait, le principal, c'est quoi? C'est de lui montrer votre implication. C'est-à-dire que vous, en tant que médecin, vous êtes obligé de vous montrer votre implication. C'est-à-dire que déjà, avoir cette certaine congruence entre ce que vous allez dire, vos gestes et votre communication non verbale. Parce que si vous avez une communication non verbale qui est très affolée, très excitée, très énervée, avec une communication verbale qui est limite, je m'en fous un peu. Ça peut être mal interprété. Forcément, cette personne va dire, oui, lui, en fait, mon problème, quelque part, il s'en fiche un peu. Donc, déjà montrer l'implication qu'on peut avoir et surtout, très important, cette congruence. Voilà. Nous, c'est ce qu'on s'applique. Alors, je vais faire des fois certains parallèles avec notre expérience en négociation sur certains forcenés et prise d'otage. C'est vraiment ce qu'on s'implique à faire. C'est-à-dire qu'on lui montre que vraiment, on va s'impliquer dans ce qui est en train de se produire et on s'implique dans cette situation. On montre qu'on le comprend. Est-ce qu'il y a une importance du tutoiement, du vouvoiement dans cette situation quand ça commence à partir d'un écrit, que le patient se permet d'avoir des comportements trop familiers avec nous? Est-ce qu'il faut au contraire prouver que on rentre dans cette démarche de familiarité, ou au contraire garder une distance en respectant le vouvoiement, etc. Alors, on en a parlé tout à l'heure, et d'ailleurs avant cette intervention, je t'ai demandé si je pouvais te tutoyer. C'est exact. Voilà. Donc, en fait, tout est communication. C'est-à-dire que si à un moment donné, c'est plus facile pour vous de tutoyer, demandez-lui si vous pouvez le tutoyer. Maintenant, c'est sûr que si on est des fois, lorsqu'on s'énerve, on va avoir tendance peut-être à tutoyer facilement. Si la personne vous tutoie en face, parce que, pareil, elle a un certain niveau d'énervement, si vous, spontanément, vous tutoyez, ça n'aura peut-être pas d'importance, du moins que ça passe. Maintenant, vous pouvez quand même lui demander de vous tutoyer, mais dans un état d'énervement comme ça va être compliqué de lui demander. Donc après, soyez naturel. J'avais tendance à dire soyez naturel. Si le tutoiement vient, je pense que si la personne est vraiment énervée, c'est la dernière chose à laquelle, de toute façon, il va s'attacher. Et si, effectivement, il dit mais vous n'avez pas à me tutoyer, dans ce cas-là, vous dites oui, excusez-moi, je vous ai tutoyé, mais est-ce que ça vous dérange? Sinon, je vous vois. Voilà. Tout est dans la communication. Une marge de respect, je pense. C'est une marge de respect. Pour autant, pareil, par expérience, on s'aperçoit que dans les types forcenés ou prises d'otages, nous, on demande toujours. Mais il y a déjà certaines même cultures et tout qui ont un tutoiement de suite.
Et lorsqu'on est tutoyé, on va quand même demander à ce qu'on peut tutoyer. Mais c'est bien souvent en fait la dernière des choses à laquelle la personne en face s'attache. D'accord. Alors juste après, moi, je continue un petit peu le diaporama. Et effectivement, dans l'agressé, ce qu'on dit tout à l'heure, dans l'agressé, il va y avoir des questions quand même à se poser. Parce qu'on remarque qu'il y a souvent des profils d'agresseurs et des profils d'agressés dans les problèmes de communication, des problèmes de communication sûrement, ou de réponses qui font qu'on va engendrer un comportement chez la personne en face. Alors, effectivement, il y a peut-être des personnes qui sont plus disposées à faire que, voilà, les personnes sont plus à amorcer le conflit plus que le désamorcer. Oui, on peut le dire comme ça. Je cherchais les mots, mais on peut le dire comme ça. Alors, on rentre un petit peu là dans de la psychologie sociale aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce principe qu'on appelle le principe de sympathie. Et on ne le commande pas des fois, celui-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une intuition. Si au premier regard, il y a déjà quelque chose qui ne passe pas, et ça, on ne peut pas le contrôler, hein, ça part dans l'amygdale, etc. Mais je veux dire, voilà, ça déjà, ça va être un fait. Après, il va y avoir aussi une attitude. Une attitude de cette personne qui est peut-être bien souvent agressée, c'est-à-dire que peut-être que c'est une personne qui est moins dans la communication, qui est peut-être un peu moins dans l'empathie aussi, moins dans l'écoute. Voilà, ça c'est possible, c'est-à-dire la façon d'aborder les gens. On parlait dans la préparation, là, on parlait effectivement, par exemple, des personnes qui attendent beaucoup des fois dans les salles d'attente. Voilà. La communication, elle va passer par là notamment. C'est-à-dire d'aller voir ces personnes et les prévenir et leur dire je suis désolé, je vais avoir du retard, etc. C'est-à-dire d'alimenter, de savoir un peu toutes les personnes qui attendent où elles en sont, combien de temps. Mais s'il y a une différence entre aller les voir, communiquer et dire je suis désolé, je vais avoir du retard, excusez-moi, je fais de mon mieux, plutôt que de laisser les personnes comme ça dans l'inconnu. Et alors là, effectivement, il y a un tas de pensées négatives qui vont arriver, tout en sachant qu'on a 80% de nos pensées qui sont négatives. Donc c'est facile à avoir des pensées négatives, mais bon, voilà. Mais tenir informés les patients au fur et à mesure, communiquer, parler, expliquer. Exactement. Toujours. Exactement. Et il y a aussi une influence de l'état de fatigue des praticiens parce que les médecins sont sursollicités, on enchaîne les consultations, on doit aller plus vite que ce qu'on peut souvent. Et c'est vrai que quand on est très fatigué, c'est difficile de prendre le temps de communiquer, ça rajoute du temps. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et souvent, les situations de conflit arrivent chez des praticiens qui sont fatigués ou en pré-burnout aussi. Et là, moi, je serais tenté de te dire... Là, on tombe aussi dans vraiment la conscience de soi. C'est-à-dire que c'est un travail qui est compliqué parce qu'il y a toujours ce contact avec les patients et qu'il y a toujours aussi cette écoute à avoir et cette communication à avoir puisque, moi, j'ai toujours tendance à dire que l'humain est au centre de tout. Et effectivement, là, il va falloir aussi avoir ce recul qu'on peut avoir nous aussi dans l'intervention, c'est-à-dire comment je suis là, comment je me sens, où j'en suis. Avoir cette conscience de soi, pour éventuellement après avoir cette maîtrise de soi aussi. C'est-à-dire que là, comment je suis ? Je me sens comment ? Et peut-être faire 2-3 respirations pour, avant le prochain patient... pour avoir la réaction plus adaptée. On appelle ça, dans les techniques d'optimisation du potentiel, on appelle ça être au bon niveau d'activation. Une fois de plus, tout ça, c'est difficile peut-être à mettre en place quand on a une succession de choses à faire, mais avoir peut-être ce petit temps pour soi, de se dire, c'est ce qu'on a aussi dans la négociation. Avant, par exemple, de faire un prochain contact, si par exemple il s'est mal passé, ou on a des fortes tensions, nous, parce qu'il y a une prise d'otage et qu'on ne sait pas où en sont les otages ou quoi que ce soit, il va falloir qu'on se remette quand même au bon niveau. Parce qu'on va avoir peut-être nos émotions qui vont gérer plus nos actions et du coup, on va peut-être avoir tendance à dire des choses qu'on va regretter par la suite. Donc, à nous aussi, c'est ce qu'on fait à se poser à un moment donné, à se dire « j'en suis où, t'es comment ?» Ok, sois au bon niveau d'activation pour faire ce que tu as à faire.
fait peut-être 2-3 respirations, etc. Voilà, c'est plus technique, mais voilà, être toujours conscient d'eux. Et c'est ce qui est noté d'ailleurs un petit peu sur cette diapo, c'est parce qu'il faut aussi être conscient de, est-ce que c'est pas des fois moi qui suis personnellement visé, ou comme il est noté là, suis-je la barrière qui empêche d'accéder à quelque chose de voulu? Et puis je peux aussi représenter quelque chose. On vit dans notre société maintenant des temps un petit peu, voilà, qui sont considérés comme des temps un petit peu fous pour tout le rapport aussi à l'autorité. Et le médecin peut être assimilé des fois peut-être aussi à une autorité. Et la personne en plus, quand elle dit voilà, lui c'est la barrière parce que moi je voudrais avoir quelque chose, forcément elle va lui en vouloir. Peut-être plus à elle personnellement, c'est-à-dire pas au fait qu'elle soit médecin, mais à dénommer la personne. Et puis nos cabinets sont quand même des lieux assez anxiogènes, aussi bien à l'hôpital qu'en cabinet privé. C'est les gens qui arrivent qui doivent se dévoiler aussi parfois. Et c'est vrai que c'est un lieu où ils peuvent se sentir mal à l'aise, où ils peuvent avoir aussi des douleurs intenses qui engendrent de leur part des comportements atypiques. Et nous aussi, si on est fatigué, on peut avoir des réactions inadaptées ou exagérées. C'est difficile de s'adapter. Et de toute façon, dans certains cas, les réactions de l'agresseur et de l'agressé peuvent être inadaptées de part et d'autre. Voilà. Alors c'est vrai qu'en règle générale, on a toujours tendance à dire il y a un agresseur, enfin un agressé, donc quelque part il y a quelqu'un qui est dans le positif et l'autre qui est dans le négatif. Mais voilà, il y a plusieurs choses. Le tort est souvent partagé. Peut-être partagé en tout cas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a forcément des questions à se poser. Par exemple, le policier qui va faire un contrôle d'identité, quand de suite il va être agressé verbalement et des fois physiquement, c'est pas Pierre-Paul Jacques qui va être agressé, c'est le policier. C'est ce qu'il va représenter. Ouais. Ça peut être aussi le cas. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir penser à ça. Mais comme il va falloir aussi penser à est-ce que ce n'est pas son propre comportement aussi qui a un effet miroir ? Voilà, est-ce que mon comportement va faire aussi en sorte que ça va faire envenimer la situation ? Ça, c'est très compliqué pour l'agressé de prendre ça en compte, quoi. C'est assez compliqué. Donc, une fois de plus, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Puis parfois, la situation d'agression arrive alors qu'on n'y est pas préparé, qu'on ne s'y attend pas. Aussi, ça nous met dans des situations où on ne sait pas comment réagir sur le vif. Ça, c'est compliqué. De toute façon, il y aura toujours un effet de surprise, sauf si le même patient revient plusieurs fois et avec la même attitude. Donc là, il va y avoir, on le verra un peu plus tard, mais on peut déjà en parler, il va y avoir un travail d'information à faire de la part peut-être du médecin. C'est-à-dire que, alors, pareil, il y a des médecins qui prennent sur rendez-vous, je suppose, je vais quelquefois chez le médecin, et il y a des médecins qui ne prennent pas ça rendez-vous. Donc déjà là, il y a encore deux choses différentes. Mais une personne qui prend sur rendez-vous et médecin, il voit ce nom qu'il connaît bien et il sait qu'à chaque fois, avec lui, ça risque de monter assez haut parce qu'il demande peut-être souvent la même chose, etc. Bon, mais ça, c'est peut-être un rendez-vous à préparer. C'est-à-dire que déjà se mettre dans les dispositions, comme on disait. Donc le médecin se met dans des dispositions prêt à recevoir ce mec-là, enfin, ou cette femme, enfin, je ne sais pas, en tout cas ce patient. Et dire, voilà, ben moi je vais me préparer déjà à le recevoir et je vais essayer peut-être de faire un maximum d'écoute, peut-être que ce que je n'ai pas fait la dernière fois, là je vais essayer de faire. Et puis, en fait, ce qu'il faudra s'attacher à faire, une fois de plus, c'est compliqué, mais c'est de créer un lien avec cette personne, si elle revient souvent. Et en fait, le but en fait, de toute négociation, de toute médiation, c'est quoi au final ? C'est d'essayer de créer un lien. Et quand on a créé ce lien et ce climat de confiance avec la personne, ben on peut arriver à quoi ? On peut arriver à un accord et à faire cautionner certaines choses. C'est ça. Et donc tout ça, ça passe par la communication. Et donc... forcément, on en a parlé, mais au niveau de l'agressé, donc avoir la maîtrise de soi et tout. Et puis là, il est noté faire preuve d'une motivation pour gérer le conflit aussi. Est-ce qu'on a vraiment envie de gérer le conflit ? Mais c'est important aussi parce que là aussi, si on s'échappe un petit peu du conflit, la personne, elle ne va pas comprendre aussi peut-être en face. C'est-à-dire qu'elle va se dire, bah non, elle s'en fout. Alors que si elle s'en fout, ça va peut-être plus la faire monter. Et c'est vrai que dans les situations, par exemple, je fais le parallèle avec nous, on va sur une situation, il faut qu'on soit motivé pour faire sortir la personne.
pour faire sortir les otages, etc. On a une motivation qui est intrinsèque et qui est aussi extrinsèque, c'est-à-dire qu'il faut que sur tous les domaines, il faut que notre motivation soit, comme on dit, au taquet, quoi. Et c'est là-dedans en fait qu'on va être motivé, c'est là-dedans qu'on va pouvoir gérer nos émotions et surtout avoir envie de faire. Donc ça, je pense que la motivation a vraiment une part importante pour le fait au mieux possible, essayer de résoudre la situation. Et alors, bien sûr, comment agir? Là, il est noté comprendre la situation à travers l'autre. Ben, c'est ni plus ni moins que de l'empathie, c'est-à-dire essayer de comprendre la situation à travers ses yeux. Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'on a fait plein de rendez-vous, qu'on est à la fin de la journée et qu'on n'en peut plus. Et que peut-être qu'on tombe sur cette personne-là qui arrive et qui a des douleurs immenses, et parce qu'elle a attendu 1 heure, qui va être dans un état lamentable et qui va peut-être, dans ses premiers mots, commencer à agresser au lieu de dire « bonjour docteur ». C'est peut-être possible. Et là, il faut avoir quand même cette empathie de se dire « oui, je me mets à sa place. Elle a des douleurs monstrueuses et quelque part, ça fait 1 heure qu'elle attend. » Et nous, on est en retard. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que c'est vrai que souvent dans nos cabinets, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le temps non plus de prendre le temps de négocier, de connaître, et ça peut vite amener à des situations qui dégénèrent. C'est la difficulté. Alors, je fais des parallèles depuis tout à l'heure, mais forcément, nous, sur un forcené ou une prise d'otage, on va avoir le temps qu'il faut. Ouais. Que non, on n'a pas nous. Vous, dans un cabinet, vous n'allez pas avoir le temps qu'il faut. Et puis, si vous vous occupez de lui, du coup, vous ne vous occupez pas des autres. Donc, du coup, ça va prendre du retard, on reprend etc. du retard pour que les patients d'après... Etc. Donc, c'est vrai que c'est une situation qui est extrêmement difficile et compliquée. Moi, là-dessus, personnellement, je n'ai pas de réponse à amener, pas de conseil à amener. C'est juste, on le verra tout à l'heure, c'est déjà penser avant tout à votre sécurité. Les médecins, c'est quand même essentiel. Mais on reviendra tout à l'heure, je pense, vers la fin de cette présentation. Et alors, donc, forcément, comment agir? On en a parlé, il y a cet aspect information qui est important. Si je peux avoir des informations sur cette personne, je peux éventuellement me préparer. Je sais quelles sont ses douleurs ou quels sont ses mots, ces mots... AUX, et puis aussi les autres mots qu'il pourrait éventuellement me dire et qu'il m'a dit la dernière fois. Voilà, et me préparer à ça. Donc ça, c'est déjà important. Nous, en parallèle, c'est ce qu'on fait lorsqu'on va partir sur une situation. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un maximum d'informations. Un maximum d'informations. Alors, on a les fichiers, etc. et tout. Mais pour pouvoir nous préparer. Et nous préparer et aussi, quelque part, des fois aussi lui montrer qu'on sait, même si... nous, c'est plutôt dans un aspect négatif parce qu'on va lui dire on connaît vos antécédents. Et quelque part, on s'est intéressé à lui parce qu'on connaît ses antécédents. Et donc, on ne se ment pas déjà. C'est-à-dire que moi, je vais lui dire que je connais et lui, suivant sa situation, pareil, il va pas mentir parce qu'il connaît aussi des fois, pour certains, bien la police parce qu'on y va plusieurs fois sur les mêmes. Donc, ces informations, c'est extrêmement important. Et il va y avoir cet aspect donc présentation-situation. Dans ce cadre-là, en fait, qu'est-ce qu'on entend? On entend déjà d'avoir une bonne présentation. C'est-à-dire, comme on dit, alors là c'est un peu différent, mais nous, en négociation, on dit on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Ça, c'est important. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va conditionner tout. On en parlait tout à l'heure, cette intuition. Ce truc qui va se déclencher en un dixième de seconde, qui va dire il me plaît ou ça ne me plaît pas. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors là, c'est un peu tronqué puisqu'il n'a pas besoin de se présenter. Enfin, il vient voir un médecin. Mais qu'est-ce qui aussi pourrait empêcher, alors ça, c'est un petit conseil, de dire bonjour monsieur, oui, je suis bien le docteur, ou je m'appelle Franck, je suis le docteur. Allez-y, rentrez s'il vous plaît. D'avoir juste ce premier contact, cette présentation. Première phrase d'accueil. Exactement. Qui désamorce. C'est une fois de plus, ce sont des conseils. Hein. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, à chaque fois, on se présente en tant que négociateur sur un porcelet, n'importe quel. Enfin, je prends l'exemple de quelqu'un, forcément, peut-être qui a fait quelque chose qu'on pourrait trouver horrible, qui a tué sa femme, qui a tué son enfant, etc. Eh bien, on va se présenter parce que ça fait partie des choses d'accueil, on va dire, d'accueil qui vont faire que. Avec cette présentation, on va pouvoir dérouler et on va présenter la situation. Et donc là, présenter la situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, s'il y a une personne qui vient vous voir, bien souvent, et que vous connaissez, et même si avec elle ça se passe mal,
et que vous allez lui présenter la situation. Et quand on dit présenter la situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, on en est où? Vous avez ça, vous venez me voir pour ça aujourd'hui ou pour autre chose, etc. Et entamer comme ça. Donc déjà, ça voudra dire que lui, il aura acquis que vous vous êtes intéressé à lui. D'accord. Donc déjà, quelque part, c'est pour lui un gage de bienveillance. De confiance aussi. De confiance. D'un début de relation qu'on est avec. Exactement. Après, dans la compréhension, ben là, on est plein pot dans l'écoute, en fait, dans l'écoute active. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors même si la personne, c'est très compliqué une fois de plus, là, c'est bien beau de parler, mais même si la personne vous gueule dessus, ben, à un moment donné, il va falloir essayer de comprendre la situation et comprendre ce qui se passe. C'est toujours facile. C'est pas toujours facile, bien sûr, mais si c'était facile, ça se saurait. C'est comme avec un preneur d'otage ou un forcené, où il vient par exemple, de tuer son voisin, mais on va essayer de comprendre la situation. Et quelque part, pourquoi il en est arrivé là? C'est ça. Et en fait, là-dedans, on a quoi? Il y a aussi un objectif, c'est de faire verbaliser. C'est que la personne va verbaliser en face de vous. Donc avoir cette écoute est comment dire, c'est quelque chose de fondamental en tout cas, cette compréhension dans ce qu'on appelle l'écoute active, développée par plein de choses, l'approche centrée sur la personne, etc. On est plein pot dans des items de communication interpersonnelle. Tout ça, ça a un but, comme je disais tout à l'heure, un objectif. C'est d'essayer d'avoir ce lien qui se crée. Créer un lien pour après pouvoir négocier sur une non-prescription, une prescription. Exactement. On a ce qu'on appelle en négociation plusieurs phases. Alors, je ne vais pas dévoiler ici certains processus, etc. Bien sûr. Mais il y a ce qu'on appelle un escalier qui est connu, qui est l'escalier comportemental, où on va commencer par une prise de contact, par une présentation. Après, on va passer par de l'empathie, par de l'écoute active. Et forcément, il y aura après, si on crée du lien et qu'on arrive à ce qui m'a confiance, une sorte d'influence bienveillante pour la recherche d'un accord. Et une fois de plus, c'est facile à dire, mais c'est ce qui est recherché en fait. Voilà, c'est ce qui est recherché. C'est ni plus ni moins que d'essayer d'avoir une certaine influence pour essayer d'avoir une caution de quelque chose de sa part ou un accord sur quelque chose. J'entends bien que lorsque une personne est en train de lever la main ou vous gueuler dessus, c'est très compliqué. Bien sûr. C'est très compliqué. Et dans ce cas, quand une personne justement en arrive, qu'on a un échec de notre négociation, que la personne en arrive à lever la main sur nous, à ce moment-là, quelle attitude avoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme moyen, nous, à disposition au cabinet? Qu'est-ce que vous conseillez de faire par rapport au dispositif d'aménagement de nos propres cabinets? Alors bien sûr, comme on le dit depuis le début, cette désescalade du conflit n'est pas facile, c'est pas aisé. On essaye de faire en sorte que ça baisse et que ça se résout d'une façon pacifique, comme on dit. Pour autant, il y a peut-être des fois où ça va pas se résoudre d'une façon pacifique. Donc, à un moment donné, ou même on a vu aussi dernièrement avec ce médecin dans les Alpes-Maritimes qui n'a même pas eu le temps de réagir. Donc là, quelque part, on ne peut rien faire si ce n'est, là, plutôt les conseils du RAID seraient pratiquer quelque chose en sport de combat ou en salle de défense, en tout cas pratiquer une activité qui va pouvoir, en tout cas, peut-être faire en sorte que vous allez être beaucoup plus alerte, j'allais dire, par des signaux physiques, par un positionnement, on va dire, de sécurité, avec peut-être comment on peut appeler ça, des positions de vigilance, voilà, qui peut faire que peut-être je vais pouvoir esquiver ou parer quelque chose, etc. Voilà. Déjà avoir cette notion de sécurité physique. Là-dedans, Et si la situation se produit en salle d'attente, qu'il y a des enfants ou des secrétaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Leur dire de sortir ou au contraire rester avec du monde pour rassurer, pour que la personne ne se sente pas en position de force? La difficulté du médecin, ce sera quoi? Ça sera de gérer la situation parce qu'il est en train de la vivre, il est en train de la subir. Ouais. Donc ça, c'est compliqué. S'il est tout seul,
mais qu'il y a une réaction, par exemple, une fois de plus, il y a des gens qui viennent aider ou quoi que ce soit à cette résolution, si en plus ça en vient en main, ok, c'est parfait. Il faudra après quand même alerter, c'est ce qui est noté là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une agression physique, là, il faut alerter, c'est-à-dire qu'il faut alerter la police ou la gendarmerie, enfin ça dépend du lieu, c'est médecine de ville ou rurale, voilà. Donc il va falloir quand même alerter. Après, peu importe les suites qu'il y aura, je pense qu'après, ça c'est votre domaine, les suites, la plainte, tout ça, bon. Il peut y avoir aussi, s'il y a une secrétaire, par exemple, médicale, une action qui est faite de sa part, c'est-à-dire notamment à mettre les gens en sécurité, c'est-à-dire notamment à inviter les autres personnes, les tierces personnes, en les mettant en sécurité, par exemple, à sortir de la pièce. Parce qu'on ne sait pas non plus comment est-ce que ça peut finir. On a eu des exemples de prise d'otage comme ça. On a eu un exemple très morbide sur Marseille il y a quelques années, où... quand je dis que c'est très morbide, c'était vraiment très morbide, parce qu'il y a eu la mort d'une dentiste qui a été tuée par balle dans son cabinet. Et il y avait encore des patients dans la salle d'attente. Donc, dès qu'on est arrivé, nous, forcément, on a mis en sécurité les gens. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi des choses à faire pour mettre en sécurité les tierces personnes. S'il y a une secrétaire médicale, ou même si c'est un cabinet avec plusieurs médecins ou quoi que ce soit, ça, c'est à travailler. Et quand je dis c'est à travailler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce type de situation, il faut en fait les mettre en, faire des exercices. En gros, c'est ça. Enfin, nous, on est habitués à ça, mais se mettre des fois en situation. Ou même des fois en parler, c'est déjà bien. Même le médecin, s'il est tout seul, déjà se projeter. Au sein d'un cabinet. Exactement. Le médecin, déjà se projeter, même s'il est tout seul, à se dire, bon alors, s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que là, je suis bien positionné ? Est-ce que mon bureau, par exemple, est bien positionné ? Est-ce que déjà, je n'ai pas des choses, d'objets dangereux, des ciseaux apparents ou quoi que ce soit, qui peuvent être à portée de main du patient. Déjà, agencer son bureau en sécurité, agencer sa salle en sécurité. C'est sûr que si, par exemple, il y a une communication directe avec la secrétaire, c'est peut-être mieux. S'il y a des doubles portes comme ça, c'est bien. Des caméras aussi. Sur le site du Conseil de l'Ordre, il y a un site qui explique comment faire enregistrer les caméras en préfecture pour qu'en cas d'agression, ça puisse être des pièces importantes du dossier aussi. Bien sûr. Après, chacun verra pour sa sécurité à préparer sa sécurité au mieux. De vivre des événements, en fait, je vais faire un peu de neurosciences, mais bon, à un moment donné, il va falloir essayer de mémoriser des choses et mettre certaines émotions dans l'amygdale et dire ces émotions, je suis habitué à les vivre. Et donc peut-être que du coup le curseur, il sera moins élevé de notre part et on pourra vivre la situation du mieux possible. Si je fais par exemple le parallèle avec nous, avec le RAID, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est effectivement maintenant habitué à des situations comme ça. Mais pourquoi ? Parce qu'on s'entraîne pour être habitué à des situations comme ça. Donc là, c'est pareil. Alors, on s'entraîne physiquement, mais aussi, il peut y avoir aussi un travail mental, de préparation mentale. Quand on dit le médecin peut très bien, lui tout seul, se préparer mentalement. Mais déjà, y penser, c'est se préparer mentalement. Parce que nous, c'est souvent a posteriori, c'est « Ah ben si j'avais su, j'aurais installé des caméras » et on arrive après, tant qu'on n'y est pas confronté, on ne veut pas l'imaginer. C'est pas notre métier, nous. C'est pour ça, et je comprends aisément qu'on n'est pas... Enfin, vous faites pas ce métier pour résoudre des conflits dans votre cabinet. Vous faites ce métier pour aider les gens, pour secourir les gens. Donc c'est ça. Ça apparaît dans la communication, forcément, c'est ce qu'il faut mettre en avant, bien sûr. Après, si la personne elle est en pleine décompensation, ça va être très compliqué. Pour autant, par expérience, même si elle est en pleine décompensation, et même si des fois elle a une certaine psychopathologie, avec l'écoute, ça peut fonctionner. Mais ça ne sera pas au bout de 2 minutes. Voilà. Et ça, c'est toute la difficulté que vous allez avoir. Donc, c'est vrai que pour faire un petit résumé dans les conseils, c'est déjà repenser au niveau sécurité physique dans les cabinets. Ce qui est disponible, pas disponible, à moins de portée, tout ce qui est dispositif d'alerter, ça c'est déjà important.
parce que le Conseil de l'ordre s'est déjà un petit peu penché sur la question. Nous, de notre côté, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Prio 17, qui ne concerne pas les 13 000 médecins du département, malheureusement, mais les médecins qui sont situés dans des quartiers, des zones sensibles ou qui ont déjà été victimes d'agressions. Il faut faire la demande au Conseil de l'ordre pour qu'en fait, il soit prioritaire s'il passe un appel au commissariat de police. Donc nous, on voulait aussi communiquer sur ça ce soir, parce qu'on a une commission au sein du Conseil de l'ordre qui s'appelle la commission violence, vigilance et sécurité, qui accompagne justement tous les médecins victimes d'agressions, qui les aide dans les démarches, qui les aide à porter plainte. Il y a aussi une cellule d'écoute au niveau du Conseil national de l'ordre des médecins qui est ouverte à toutes les personnes qui en ont besoin. Parce qu'il y a plusieurs types d'agressions. Il y a les agressions verbales, il y a les menaces, il y a les dégradations de matériel dans le cabinet. Et les médecins, quand il y a eu souvent des menaces dans leur famille, n'osent pas non plus forcément porter plainte, mais ils peuvent appeler le Conseil de l'ordre où on est là exprès pour les aider. D'accord. Parce que c'est important qu'ils portent plainte pour ce sont des belles que ça avancées. soit reconnu. Oui. Ce sont des très belles avancées. Après, je sais pas si on, je crois que c'est la fin du diaporama, c'était ça. Donc après, suivant les questions qu'il y a, je ne sais pas si je peux apporter encore d'autres conseils. Vous avez répondu à la majorité des questions qui avaient été posées, puisque ça regroupait essentiellement les problématiques de temps d'attente, de comment réagir face à des personnes violentes. Et je pense que ce qu'on retiendra essentiellement, c'est la communication et la négociation qui sont des points importants pour désamorcer le conflit et essayer de prendre le temps, même si on n'en a pas. Et surtout, j'insiste là-dessus, mais rien n'est magique. Rien n'est magique. Chaque situation est différente. Chaque situation est différente et c'est la situation qui commande. Nous, c'est notre maître mot, c'est la situation qui commande. Maintenant, c'est à nous à nous adapter à cette situation. Rien n'est magique et voilà, si c'est un conseil, vraiment, c'est penser avant tout à cette sécurité physique. Bien évidemment, si à un moment donné, on sent qu'on n'est pas dans les dispositions de discuter avec cette personne, qu'il peut y avoir un risque physique, c'est vraiment se mettre éventuellement à l'abri, quoi. Je veux dire, peut-être passer le relais aussi à nos confrères. Oui, c'est possible aussi. Je veux dire, il peut y avoir aussi un autre interlocuteur qui vienne et qui prend, si le cabinet a la chance d'avoir plusieurs médecins, ça peut être aussi une solution, bien évidemment. Voilà. Avec quelqu'un de plus neutre. Oui. Ok. Merci beaucoup, Franck, d'être. Je suis désolé, on parle beaucoup, à la négociation, on parle beaucoup. Hein. Mais c'était très bien de voir comment on peut parler et négocier. Les prochains jeudis de l'ordre interviendront le 12 octobre et il y aura 2 sujets. Donc, un premier dans le Flash Info qui sera sur le dépistage du cancer du sein. Tout ce qu'il faut savoir. L'intervenant sera le docteur Fanny Medina-Riera, qui est spécialiste en radiodiagnostic et en imagerie médicale. Elle est spécialisée donc en scénologie et imagerie de la femme. Et ensuite, il y aura le jeudi de l'ordre sur les perturbateurs endocriniens, avec comme intervenant le docteur Sarah Casté, qui est praticienne hospitalière en endocrinologie et en diabétologie pédiatrique. Elle travaille dans le service de pédiatrie pluridisciplinaire, qui est un centre de référence des maladies hypophysaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci.